Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais. Martial? Ouais. Olivier? Ouais. Et Pierre-Louis? Oui. Je vous remets en mute. Bon, c'est parti? Je mets... Ouf. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, zéro de conduite. Chaque mardi, de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre deuxième émission de BLE Motors. Alors ce soir j'ai changé un petit peu mon équipe. Bon, j'ai toujours éventuellement, comme d'habitude, le fameux Martial. Hello, salut à tous. Et mes deux nouveaux collègues pour cette émission ce soir. Donc je retrouve à ma droite Olivier. Bonsoir à tous. Et à sa droite Pierre-Louis. Bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir on se retrouve avec un très bel agenda. On va parler au tout début tout d'abord d'actualité auto. Ensuite on fera un duel. Martial affrontera Pierre-Louis. Présentation de la 508 contre la Superbe. Ensuite on parlera news. Pardon? Hybride, oui, parce qu'on est très écologique. Ensuite news moto. MotoGP avec Olivier, on reviendra sur le Dakar, sur la fin du Dakar, on parlera Formule électrique, Formule 1 et enfin les prochaines courses de sport auto. Et comme d'habitude j'aimerais citer et remercier notre partenaire ITLF qui nous fait pas mal de pubs et qui nous permet d'avoir autant d'auditeurs. Voilà pour les présentations, on se retrouve dans un instant. Tout de suite après le jingle news. Regardez si on a le son. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Loud and clear. Nous voilà de retour. Désolé pour le petit couac. Nous voilà de retour. Attention, il y a plein de boutons partout. Je suis un peu perdu. Donc on se retrouve en direct pour les news. La première chose dont je voulais vous parler, c'est que ça y est, depuis le début de l'année, les routes, c'est tout à fait possible maintenant d'avoir de nouveau des limitations de vitesse à 90 km/h. Alors, il y a un premier département qui a décidé ça dès le début de l'année, c'est la Haute-Marne. On trouve également 11 autres départements qui sont dits favorables à ça et qui sont prêts à le faire. Mais aucun en Lorraine pour l'instant. Bon, c'est bien que la Haute-Marne lance le jeu, quoi. Hein, il faut bien quelqu'un qui démarre, entre guillemets. Maintenant, c'est toujours pareil, le coût de changement des panneaux à nouveau. Alors, si on a gardé les anciens, ça va. Ouais, c'est ça. On espère, voilà. Il faut rechanger, passer 80, exactement, 90. ça doit refaire encore beaucoup de panneaux, je pense. Bon, ça fait travailler, travailler les mecs de la voirie, c'est bien. C'est ça. Ça tombe bien, c'est avec ça à faire, je pense. et voilà. Et ce que je voulais vous demander, c'est si vous étiez pour ou contre le retour des 90 km/h sur les routes de campagne. À 100% pour. Enfin, je trouve ça une belle bêtise déjà de passer à 80. La vitesse en soi, c'est pas forcément le plus dangereux. Je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux? Celui qui arrive à 90, 95 sur la voie rapide, qui maîtrise son véhicule, ou la petite grand-mère qui a 30, qui rend... Non, mais c'est sympa pour mamie. Voilà, c'est un cas un peu extrême, mais bon, c'est une façon d'illustrer pourquoi
Après, quel a été l'effet? Déjà, si on peut revenir à 90 km/h, c'est que finalement, l'effet des 80 km/h n'ont pas atteint les objectifs voulus. Ils n'ont pas eu autant. Finalement, pas une grande différence, je pense, entre 80 et 90. Enfin, le nombre d'accidents n'a pas été... C'est ça. Puis ceux qui roulaient à 70 roulent toujours à 70 et ceux qui roulent à 90 roulent toujours à 90. Il n'y a pas grand monde qui le respecte, ce 80. Ouais, j'ai ça, l'impression. De toute façon. Et donc, ouais. Non, moi, je suis d'accord. C'est plus... J'ai envie de dire que c'est plus une pompe à fric, quand même, pour moi. Je suis désolé, mais avec les radars mobiles, j'en ai après de chez moi, là, le Alice. Je suis désolé. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, On est vraiment là pour faire de l'argent, entre guillemets, quoi. c'est ça, parce qu'en plus, d'ailleurs, la vitesse sous la pluie n'a pas changé. On descend pas à 70, on reste à 80. Donc, finalement, quand il pleut, c'est pas grave. On peut rester à la même vitesse. C'est que sur le sec. Ouais. D'ailleurs, par contre, le Premier ministre a mis des conditions assez strictes. Et sa phrase de conclusion, c'était si le nombre de morts sur la route augmente, ça sera de votre faute. Il a prévenu. Je vais poser la question. Un pays comme l'Autriche, quelques mois de ça, a passé ses autoroutes de 110 à 130 puis à 150 km/h et ils ont moins de morts. Est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? Voilà, on saura ça. Disons que nous, si on fait ça sur l'état de nos routes, vu l'état de nos routes, oui, il y aura plus de morts. L'état des routes, qui est vraiment la responsabilité des conducteurs aussi. Va en Belgique, au Troquet-20, une route défoncée, c'est une route normale chez eux. Donc, c'est pour ça qu'ils roulent à 120 du coup. C'est ça. Les news suivantes, c'est le patron de Peugeot qui estime que les voitures thermiques, ça sera terminé pour 2030. Peugeot va dans cette direction. Ils ont par exemple, refusé, ils n'ont pas annoncé de 208 GTI. Est-ce que vous, 2030, c'est un objectif qui semble possible? Je pense qu'il veut emboîter le pas à Volkswagen, si je me trompe pas. Pierre-Louis, tu me corriges. Ouais, c'est Volkswagen parmi tant d'autres. Après, je crois que Smart va désormais électrifier totalement sa gamme, puis le moteur thermique. Chez Volvo, on va également réduire peu à peu. Mais pour le moteur thermique a encore un bel avenir, faut pas se leurrer là-dessus. Même si c'est plus sous la forme atmosphérique comme on a toujours connu, une forme électrifiée avec la multiplication des hybrides, voire quasi-généralisation. Mais le moteur thermique a encore son avenir, que ce soit essence comme diesel. On sait si le patron de Peugeot a parlé de ça juste pour l'Europe ou pour les USA avec. Ouais, ils ont fait leur accord avec Fiat. C'était dans un salon récemment, donc Parce qu'aux États-Unis, ça va être la même chanson, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'était plus pour un public européen, on va dire. Et ouais, un petit point que j'avais noté aussi, c'est que maintenant aussi, depuis le début de l'année, le malus écologique est aussi devenu beaucoup plus volumineux. Et là, il peut y aller jusqu'à 20 000 €. Alors, à partir du 1er mars. À partir du 1er mars 2020, voilà. Il y a un nouveau cycle. Le nouveau cycle, le fameux WLTP qu'on avait parlé d'ailleurs pour le Ford Puma la semaine dernière. Actuellement, on est sur le NEDC. Donc en fait, les barèmes au niveau du CO2 vont changer. Alors, pour certains véhicules, c'est plus avantageux de l'acheter avant mars. Et pour d'autres, mieux vaut l'acheter après. Donc ça, faut bien voir en fonction du modèle et bien se renseigner en fonction des tableaux aussi. Tu parlais du Ford Puma la semaine dernière. Automoto a parlé de ça dimanche dernier à propos de la Ford Focus ST. Avec leur cycle LEDC, le malus est à 12 000 €. En partant sur un WLTP, on va descendre autour de 8 200 €. Donc il y a une différence. Après, il y a un moteur sur l'Audi Q3, c'est l'inverse. Je crois que ça augmente de 2-3 000 €. Exactement ça en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est ceux qui étaient à la limite de l'ancienne norme. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se retrouver plus haut ou plus bas. Actuellement, le malus démarre à 110 grammes. Avec le prochain, WLTP va démarrer à 138 grammes. Donc il a été rehaussé. Okay. Mais la norme est aussi beaucoup plus stricte. En revanche, ceux qui sont au-dessus, ils vont payer beaucoup plus. D'ailleurs, il y a même pour compenser aussi, tous ceux qui achètent des voitures premium, électriques premium, on pense notamment à Tesla, eux vont voir par contre leur aide se terminer. C'est-à-dire qu'actuellement, pour une voiture en dessous de 45 000 €, on aura 6 000 € de bonus. De 45 000 à 60 000 €, on aura plus de 3 000. Et au-dessus de 60 000 €, il n'y aura plus d'aide. Donc Tesla est déjà en train de modifier son modèle 3, sauf la performance. Ils ont déjà descendu les tarifs pour descendre à 57 000. Et il y a pour avoir 3 000 d'aide. Tu parles de Tesla, il y a une esquisse d'une future compacte qui a fuité ces jours-ci venant de Chine, avec leur grande usine. Un modèle compact doit arriver à l'horizon 2022-2023 chez Tesla, en dessous de la modèle. Voilà un nouveau modèle à faire bientôt. Plus petit que la modèle 3 ? Ce serait un modèle qui ferait la taille d'une Golf ou de ce genre de... Il viendrait concurrencer les compacts premium électriques. Ok. Intéressant. Quelque chose dont je voulais parler, qui peut
peut-être intéresser pas mal d'auditeurs, c'est que il y a une nouvelle Golf GTI qui va bientôt sortir. On devrait la découvrir au Salon de Genève entre le 5 et le 15 mars. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une première photo qui a fuité sur Instagram. Donc si vous voulez voir l'arrière de cette Golf GTI, il faut chercher un petit peu sur Instagram. Ce que j'ai noté aussi, par rapport à, on discute beaucoup de tout ce qui est électrique, hybride, forcément ici pas d'hybride, et un moteur entre 250 et 300 chevaux. Sympa ça pour s'amuser, non? Ouais, même une petite voiture, ça. C'est intéressant. Très bien. Le malus devrait calmer tout ça, mais oui. Ouais. C'est sûr que Après j'ai vu les photos, c'est une Golf. Ouais, t'as vu des photos? Des photos? Des photos. Oh, Des photos. Non, c'est pas possible. T'es trop dans le futur, c'est pour ça. Je t'assure que j'ai regardé il y a 10 minutes. Je peux te l'avouer. Ah ok, c'est ça, t'as vu mes notes, t'as vu Golf GTI, t'as dit, faut que je regarde. C'est une info qui m'avait échappé. Ouais. Et voilà, tu vois, je suis là. C'est parce qu'il faut aller sur Instagram. Maintenant, je voudrais vous montrer les nouveautés de l'année. Si le PC veut bien réagir. Oui, bougez pas, je vais vous mettre les photos. C'est mes coups de cœur pour cette année. Donc j'aimerais commencer par la Ferrari Mars qui va sortir. Ferrari Mars, oula, pardon. Ferrari Roma qui va sortir en mars. J'ai mis une photo du dessus. Moi, je la trouve super belle. Alors. Là, je suis prêt à vous écouter parce que je sais qu'il y a débat. Oui, on a eu un petit débat tout à l'heure avec Pierre-Louis. Lui, il voit une Aston Martin. Ah oui, c'est vrai, il y a du design un peu anglais, on va dire. La Vulcan, il fait penser à la Vulcan. Elle fait niveau allure de façon générale, elle fait penser plutôt à la dernière petite Vantage, et également dans la ligne générale. Après c'est pas forcément un dessin copié-collé, mais il y a quelques influences. On retrouve l'avant également d'une autre Ferrari, la SP1 Monza, de même si je me souviens bien de son nom. Je suis fan de la marque, mais moi je l'aime pas. Je dis comme ça, ça me plaît pas. L'arrière est très très beau aussi. Elle devient une GT un peu consensuelle dans ce qui se fait. Toi, qu'est-ce que tu penses, Olivier ? Je suis pas fan réellement à 100% de cette voiture. Déjà, elle n'est pas rouge. Déjà, elle n'est pas rouge, ça fait tout. C'est le premier crime. Mais rouge ou jaune ? Jaune surtout. Après, c'est une affaire de goût. Jaune modèle. Mais voilà. Bon, c'est toujours les performances qui font parler les Ferrari. Après, voilà, niveau style, c'est vraiment pas mon genre. Ouais. Après, deuxième coup de cœur, en avril, l'Aston Martin Valkyrie, annoncé à plus de 1000 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 5. Une bête de course. Une bête qu'on connaît. Merci Adrien Newey. Voilà. Check. Mais alors, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est aussi la voiture qui va tourner en endurance, c'est ça ? À partir de 2021, dans la nouvelle catégorie des hypercars. Hypercars, voilà. Donc, sacrée voiture. Ouais, je pense qu'elle va faire mal. C'est une voiture, ça, c'est un avion de chasse. La maquette est impressionnante. Si on regarde bien, tout aussi se joue sur l'effet de sol par en dessous. Et c'est un peu on devrait retrouver un peu cette partie là aussi en Formule 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, Adrien Newey qui travaille dans la Formule 1 depuis une paire d'années. Donc voilà. Donc c'est pour ça un design venant de la course. Ces dernières champions du monde sont les Red Bull, fin des années 2010. Coup de cœur suivant pour moi qui va peut-être aussi plaire à beaucoup de monde. Bon, je pense que là le design est encore en mode prototype. C'est la BM Série 4 avec un museau avant énorme. La nouvelle calandre qui a fait beaucoup parler d'ailleurs. Moi je suis fan. Crie au scandale. Je la trouve magnifique. J'attends de l'avoir en vrai. Parce que... Pierre-Louis qui fait la grimace. Moi et moi convaincu, on pourra avoir le concept car au dernier salon de Francfort. C'est prometteur, mais je trouve la calandre beaucoup trop grosse. Après, c'est une question de goût. C'est pour ça qu'il faut voir en vrai. On va voir si c'est vraiment. Elle est annoncée pour juillet. C'est vrai que d'ici là, ça se trouve, on va retrouver un design peut-être un peu moins. Torturé. Carrément torturé. Il parle de reproduire également notamment sur la M3 à venir. Bon, à voir en vrai. C'est étrange de venir avec un nouveau style sur une série 4. On l'avait déjà vu, je crois qu'il y a un crossover aussi qui est par... Il y a un X3 qui arrive sur le dernier X7 où... il y a déjà un peu cette type de calandre. Une calandre, ils avaient fait un comparatif entre les calandres des séries 3 des années 80 et le X7, on passe du simple au décuple, enfin x10. Donc,
Et enfin, mon dernier coup de cœur, la Nissan GT-R 50, qui est un modèle édition limitée pour l'anniversaire de la Nissan. C'est la dernière, il me semble d'ailleurs. Pas mal, non? Moi j'aime bien ça. C'est aussi de nouveau une grande face avant. Je pense que maintenant cette voiture est vraiment arrivée au point depuis le temps qu'ils travaillent dessus, qu'ils l'ont améliorée depuis maintenant 10 ans. Et sur le Nürburgring, ils sont tout le temps. Je pense que maintenant on est vraiment une voiture très aboutie. D'ailleurs le prix aussi, il est très loin de cette finition qu'on avait connue en 2010, mais à voir. Toi Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Moins fan quand même de celle-ci. Ouais. Mais bon, à voir. J'écoute les experts. Auto. Disons que là, ouais, il y a une grosse différence au niveau du design. Après, maintenant, il faut voir ce qu'elle vaut sur circuit, comparé à la catégorie. Là, je parlais surtout au niveau design, mais après, c'est vrai que niveau sur circuit, puissance, tenue de route. Je m'attends à un monstre en tout cas. Ouais. Ok, ben voilà, on a fait le tour de l'actualité et puis on va se retrouver dans un instant pour le match, pour parler. Le fameux match duel. Le duel. Loud and clear. Hey, listen. They were done. Ba-ba-ba-bum. Done. See you later, son. Et on se retrouve maintenant pour le duel. Donc du coup, Skoda Superb contre Peugeot 508. Alors pour rappel, on a mis un petit sondage sur notre page Facebook, d'ailleurs, qui est Belle Motors. Oh. On était à... Alors on peut encore changer les votes, si je ne me trompe pas, jusqu'à 19h48 on peut encore changer, même nous, parce qu'on a tous voté, s'est tous pris au jeu. Actuellement là c'est à 108, je crois qu'il est devant 75%. 75%. Voilà, on a un quart, 3 quarts. Maintenant, peut-être que Pierre-Louis va nous faire changer d'avis, on verra bien. On sait jamais. Alors Pierre-Louis, est-ce que tu es prêt à démarrer ce duel? Avec plaisir. Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors, Skoda a profité du dernier salon de Francfort pour dévoiler une version restylée de sa grande berline, qui est la Superbe. Le haut programme, quelques petites modifications esthétiques, donc des projecteurs avant, désormais plus longs, plus effilés, qui rejoignent directement la calandre. Une technologie à LED, avec des matrices LED qui vont s'adapter également à l'environnement. LED adaptative, qu'on retrouve sur certains premium, que ce soit Mercedes ou même Audi de la gamme la groupe Volkswagen Audi, merci. Après, nouveauté à l'arrière, disparition du gros logo Skoda au profit d'un monogramme, repris directement de la compacte Scala, qui est sortie également l'année dernière. Après, petite nouveauté en matière de sécurité, avec un régulateur de vitesse auto-adaptatif qui est apparu. Bon, ça, j'en reviendrai dessus un peu plus tard. Ouais, on va venir dessus. Attends, je vais me défendre quand même. Allez. Là. On commence par la présentation générale. Donc, à toi pour la 508. Alors, pour Pierre-Louis, c'était le salon de Francfort. Pour moi, en tout cas, c'est le salon de Genève avec cette 508 plug-in hybride 220. Émission de CO2, on a 29 grammes, donc pas de malus évidemment, puisque c'est une hybride comme je viens de le dire. Donc elle a été commercialisée en automne 2019. Alors on se retrouve avec 3 types de finitions. Alors la première à 44 500 € pour la finition allure, c'est la plus basique. Donc ça comprend des jantes en alliage 17 pouces, un axe et démarrage main libre et un système de navigation tactile. Ensuite vous pouvez avoir pour 46 950, à partir évidemment parce que la liste d'options est longue, la GT Line qui ajoute des projecteurs full LED, et là on passe en jante en 18. Et enfin la GT à 52 250, ça commence à être... ça commence à être au niveau... On s'approche de la Skoda là, non je ne sais pas niveau tarif, mais on s'approche des Allemandes. Qui là intègre alors une suspension pilotée, avion main libre, une sellerie Alcantara, IFI Premium, voilà. Ouais, ce que je vous propose maintenant c'est de faire le tour du propriétaire. Alors on va regarder un petit peu l'avant de la Skoda, et si tu peux nous en dire 2 mots Pierre-Louis. Une ligne qui est un peu plus classique, faut reconnaître, un peu plus classique que la 508. La 508 se rapproche davantage d'un coupé. La Superbe reste une berline statutaire classique. On est sur des lignes dignes du groupe finalement. Là vous la voyez, la déclinaison Scoot, qui est une version break un peu surélevée avec un look façon un peu assis sur le road. On n'attendait pas de performance d'un 4x4 non plus de ce véhicule. Mais c'est une version un look assez classique, mais statutaire et élégant, qui en impose un peu. Ouais, et si on compare à la 508 avec cette photo rapprochée.
Alors pour la 508, on retrouve une silhouette assez basse et dynamique. On veut de la sportivité et de l'élégance. Alors on retrouve les fameux crocs lumineux. En fait, on avait parlé la semaine dernière avec le Puma, la griffe du lion, quoi. Ouais. Alors, à l'avant, c'est des crocs du lion, voilà, le lion sochalien, pardon. Avec donc ces fameux projecteurs dont je parlais tout à l'heure, les full LED avec correction automatique. On retrouve des clignotants avant à LED et un éclairage dans les virages statiques. Une petite calandre à damier aussi. Alors, pour faciliter l'accès dans les zones de circulation restreintes par justement ces voitures électriques et hybrides, on a une petite LED de couleur saillant qui est sur le rétroviseur. Depuis l'extérieur, ça s'allume bleu comme ça. Et donc, on sait qu'elle est en mode tout électrique. Donc, allez-y, je suis dans Paris, vous pouvez rouler, vous avez votre lumière bleue. Pas mal. Voilà. Sympa. Photo suivante, l'allure générale de la voiture. Donc, ce que tu disais, on retrouve un design assez consensuel qui presque passe partout. Bon, après, la Superbe est plus ancienne de conception, elle est de 2013. On est désormais sur le restylage. Le restylage, comme je l'ai dit, a amené ses feux avant plus effilés. Également le pare-choc, le bouclier avant, c'est un peu plus effilé. La ligne d'anti-brouillard est plus effilée, plus allongée. Donc, le toit noir, là, c'est un toit ouvert. Ça peut être... c'est un toit panoramique. Ouais. Un toit panoramique. C'est pas mal comme ça, le petit toit noir. Ça fait un bon contraste avec le blanc. En tout cas, sur cette couleur-là. Oui, ça le rendait pas. Là, on est sur une finition sur le modèle hybride. Justement, donc, qui est la grande nouveauté amenée par ce recyclage. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Si on compare à la 508, aussi en modèle blanc. En fait, c'est toujours pareil. La 508, un peu comme la Skoda, elle a aussi un modèle à la base de 2014 qui a été restylé. Et puis vient sur ce restylage la version hybride. Alors il y a une différence par rapport à l'ancienne, c'est qu'elle perd 9 cm. Donc c'est déjà pas mal quand même. Hein. Elle fait donc le profil il se fait plongeant. On dirait un peu un coupé comme ça, un grand coupé, avec le toit qui redescend à l'arrière. Donc on retrouve le toit ouvrant. En extérieur, on va retrouver des badges spécifiques hybrides, donc c'est à l'arrière sur les flancs. Voilà, pour indiquer un peu son appartenance à l'univers hybride du coup. Et sinon, moi je trouve assez élégante comme ça. Alors on retrouve aussi des portes sans cadre. Ça j'aime bien. Ouais. Je sais pas vous, mais moi c'est plutôt pas mal au niveau esthétique. Ouais. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez là sur la photo, la trappe électrique est à gauche, la trappe à essence est à droite. Donc alors au début, si vous allez à la pompe à essence, regardez pas dans votre rétroviseur pour savoir où est la trappe. Il y en a une de chaque côté. Est-ce qu'on a aussi la petite indication sur le compteur, tu sais, électrique à gauche, essence à droite, faut qu'on regarde ça. On ira demander à Peugeot. Alors comparaison, l'arrière de la Skoda, oula, je suis pas fan. Ouais, c'est... On aime ou on n'aime pas, c'est les couleurs, ça. C'est exactement ça. C'est comme je disais depuis le début, c'est du classique, du Volkswagen de façon générale. Oui, c'est ça, voilà, c'est du full LED. On adapte cette esthétique à quasiment tous les véhicules. Bon, l'Octavia qui arrive dans les prochaines semaines reprend sensiblement les mêmes codes. On a tout de même cet éclairage full LED qui est apparu avec le restylage, qui donne un code un peu plus futuriste et qui est meilleur aussi pour la vision d'ailleurs. Après, on dirait quand même l'arrière, oui, donc des Audi, tu me diras c'est du groupe, mais un peu finalement de BMW, tout cela, quoi. Hein, donc, Et alors, si on compare à l'arrière de la 508, où moi je suis un grand fan de cette arrière. T'aimes bien, je sais ce que t'aimes bien, les griffes dans les feux. Ouais, les trois stylé, griffes. Voilà, les crocs à l'avant, les griffes à l'arrière. Ouais, voilà, moi j'aime bien les signatures lumineuses de chez Audi, ou même qu'on retrouve parfois un petit peu chez Seat. Alors, et là j'ai l'impression que les designers se sont fait un peu plus plaisir. Alors le bandeau de feu à l'arrière, lui aussi, il est un peu nouveau, il a été revu. Donc comme je disais, avec les fameux les triples griffes là. Et en fait, apparemment, l'intensité s'adapte en fonction de la lumière extérieure. Ok, c'est cool. Donc ça va voir. L'éclairage auto-adaptatif, un peu comme la Skoda. Ouais, à l'arrière. Ah, là aussi la Skoda. La Skoda là, de série, sur la finition la plus basse. Ça fait penser à la pub Peugeot, oui, elle l'a. Oui, elle Et l'a. donc après, maintenant, on va parler de l'intérieur, du tableau de bord. Donc voilà, là, on a une photo de la Skoda. Photo de la Skoda. Après, même constat que pour l'extérieur, on est sur les codes du gros Volkswagen, ce volant à 3 branches. Ouais. Le grand écran sur la console centrale, commandes de clim qui sont les mêmes que ça pour une Skoda, comme pour une Audi, comme pour une Seat. C'est classique, sans fioriture, mais c'est très bien fini. Même les portières ont l'air. On retrouve le design classique en fait du groupe. Ouais. Une bonne base qui est reprise, bon t'es un peu trop, mais qui est bien reprise.
alors que là, on va retrouver l'intérieur de la 508, où là, on est dans un design assez futuriste, en fait. Hein. Bah, en fait, rien ne change. La version hybride comparée aux autres, rien ne change. Comparé à la 508 au diesel, l'essence, tout est quasiment pareil. Bon, alors on retrouve un volant compact, une dalle numérique avec tête haute, configurable, un écran tactile 10 pouces, voilà. Mais alors dans sa version hybride, maintenant on va juste avoir des petites options en plus dans ce iCockpit, comme ils appellent ça chez Peugeot. On va comment dire, accéder à des paramétrages typiques d'une voiture électrique, hein, le flux d'énergie, le paramètre de la batterie, la fonction e-save. Alors ça c'est pas mal ça, mais en fait il y a une donc forcément il y a une batterie. Ouais. Et si maintenant tu fais de l'autoroute et tu sais que tu vas faire de la ville plus tard, tu peux dire je vais t'économiser toi pour plus tard. Ok. Donc en fait tu peux gérer la batterie. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà, tu peux dire je veux 20%, je veux la totalité. Donc ça c'est c'est la seule chose on va dire qui diffère d'une 508 normale. Ok. Après on va passer à la photo de l'intérieur de la Skoda. Où là on va retrouver quelque chose d'assez sympa et cosy. Oui, donc là une ambiance, là vous avez une photo de la finition Sportline pour le break, donc les sièges un peu baquets, très bon espace aux jambes, c'est une sellerie cuir Alcantara qui est tout ce qui est confortable. Clairement on voyage en classe FR dans ce genre de véhicule, c'est d'ailleurs un des gros points forts de la Skoda. Alors qu'on retrouve, on va retrouver à l'intérieur de la 508 là un cuir rouge. Alors évidemment c'est dans la finition GT avec le cuir Alcantara. Pour parler plus déjà à l'avant, tout à l'heure j'ai parlé de Sono Premium, donc on parle de 10 haut-parleurs focales. Ouais, c'est la marque dans le temps, on avait tous des subwoofers focales, non, ça te dirait non, trop jeune. Trop jeune. Ok, d'accord, bon, ok, je me range. Donc on va retrouver une reconnaissance vocale, le chargeur de smartphone maniable, GPS TomTom 3D. On peut souscrire aussi à un abonnement Free to Move, alors c'est pour les bornes recharge. Ok. Voilà. Alors sinon, pour revenir donc à l'habitabilité arrière, comme on voit sur la photo, le problème c'est que c'est le fameux toit qui descend, ça laisse un petit peu. Il faut pas faire plus d'1m85. Alors il y a un bon espace. Par rapport aux jambes, on a de l'espace. Ouais, il y a l'air d'avoir de la place. Mais le toit, voilà. Alors même pour 1m70, je peux t'assurer, c'est 1m70, ça passe. C'est quand même un peu agréable pour s'asseoir. Sinon après il reste le coffre. Ouais, voilà. Aussi. On retrouve la photo de l'allure générale parce que on va parler maintenant de points qui sont importants quand on compare de voitures. C'est notamment la sécurité. Sécurité, donc d'équipements classiques, donc 7 airbags, régulateur limiteur de vitesse, adaptatif comme je l'évoquais précédemment. On a donc un pack d'office, un pack visibilité avec phare à LED, allumage automatique des phares, capteur de pluie, du premium dans sa splendeur. Cette série, tout ça. Et du côté de la Peugeot, bien, j'ai oublié une option de luxe qui est désormais de luxe. C'est une roue de secours, tout simplement. C'est de plus en plus rare. Une quoi ? Une roue de secours. Une roue de secours. Oui. L'option grand luxe qui à la base devrait pas en être une. Ah ouais. Alors c'est très bien. Ne me demandez pas si la Peugeot là, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Pas besoin. Pas besoin, de toute façon, crève jamais. De toute façon, voilà. Non, niveau sécurité, pour la Peugeot, on a une caméra infrarouge pour le système Night Vision, qui permet de détecter la présence de piétons ou d'animaux devant le véhicule. L'image, alors, elle s'affiche alors dans le champ de vision, sur le pare-brise, voilà, dans le combiné numérique, avec un petit signal d'alerte. On peut accéder avec des packs. Alors, je vais revenir aussi avec ça, c'est que on peut avoir la liste d'options est très très longue aussi. Donc en fait, toutes les options qui sont sur la 508 normale, on la retrouve sur la 508 hybride. Donc en fait, c'est tous des packs qu'on peut adhérer parce qu'elles sont faites sur les mêmes chaînes de montage. Okay. Donc pour revenir sur la sécurité, on a le pack Drive Assist Plus. Donc c'est un peu une conduite semi-autonome. Le radar est implanté au centre du pare-choc avant avec la caméra située en haut du pare-brise. Donc on a le régulateur adaptatif avec la fonction Stop and Go qui permet d'adapter automatiquement la vitesse du véhicule à celle qui le précède. Voilà, bon ça, c'est pas une nouveauté puisqu'il existe déjà sur l'ancienne 508. Et il est couplé au système de maintien de la position dans la voie. Et on a un pack Safety Plus, alors il comprend le freinage automatique d'urgence avec le risque de collision distance alerte. Donc c'est une alerte active contre le franchissement involontaire de ligne et d'angle mort par là. Pardon, je me suis perdu dans mes textes. Et dernier point avant
de te faire notre conclusion. C'est tout ce qui est motorisation et donc batterie, puisqu'on parle de modèle hybride. Je n'avais pas encore parlé du modèle hybride, maintenant c'est désormais le cas. Donc, un moteur 1,4 litre TSI de 156 chevaux, essence, cumulé à un bloc électrique de 115 chevaux. Donc, c'est un hybride rechargeable, donc branchable sur secteur. C'est le premier de l'histoire de Skoda. Ce moteur est couplé à une boîte automatique DSG6, donc 6 rapports, 3 modes de conduite, un mode 100% électrique, avec 55 km d'autonomie, une batterie de 13 kW. En termes de recharge, sur un dispositif type Wallbox, on est sur 3h30, sur secteur 6h, c'est conséquent. Autre possibilité pour recharger la batterie, le système de récupération de l'énergie au freinage, qui va notamment entrer dans le mode hybride intermédiaire, c'est-à-dire une utilisation alternée entre le moteur essence, le moteur électrique, qui permet une autonomie de 930 km. Pas mal. Et également un mode sport. Là, le conducteur a les 218 chevaux sous la pédale, parce qu'il peut avoir certaines sensations de conduite pas trop désagréables. Le moteur thermique, juste le moteur thermique, combien de chevaux il fait 156 chevaux. D'accord. Et combien pour la 508 alors? Je le bats. Donc, alors la 508 hybride, donc du coup c'est à 4 cylindres, 1,6 litre. Donc toi c'était 1,4 litre. 1,4 litre supplémentaire. Donc PureTech de 180 chevaux. Donc piloté par une boîte automatique à 8 rapports. Donc pareil, associé à un bloc électrique de 80 kW. Alors disponible uniquement en 2 roues motrices. Elle cumule jusqu'à donc 225 chevaux de puissance. Donc pareil, il y a plusieurs modes de conduite. On a l'électrique, sport, hybride et confort. Au niveau en termes de consommation, alors la 508 hybride rechargeable, elle est homologuée alors à 1,7 litre au 100. À mon avis, on peut rajouter encore 1 litre. Je suis 1,8 litre. Ou 1,8 litre, ouais. Allez, 1 litre. Mais ta voiture fait pas partie du groupe Volkswagen? Ah si. D'accord. Et donc elle 5 litres 6 sur autoroute. 5 litres 6, on va voir ça va alors. Et elle est homologuée donc avec 54 km d'autonomie en mode tout électrique, mais en vrai 25. J'ai vu une vidéo où tester, c'est pas du tout le cas. Alors, pour la Skoda, l'Autojournal a fait un essai dans son dernier numéro. Et autonomie testée en mode 100% électrique, 45 km pour le break. Ah, c'est pas mal. Pour le break. Pour le break qui est plus lourd que la berline également. Évidemment. Autre chose que je n'ai pas parlé tout à l'heure, le prix. Ça commence à 39 950 € pour une berline en finition business, qui est une finition basique. Moins cher. Pour aller jusqu'à 50 350 €. Elle reste moins cher. En finition Lorraine et Clément, qui est la grosse finition. Faut voir avec les options au final. Mais... Et pour l'obtenir en version break, il y a un surcoût de 1100 €. Donc dans tous les cas, la 508 la 508, j'ai déjà dit, il faut suivre un peu mon Charlie, je l'ai dit au début. Hein. On démarre à 44 500 en allure. On conclut sur les prix. Et 52 250 en GT pour le maximum. Pas mal. Voilà. Bon, alors, j'ai pas parlé de la batterie encore. Ah, excuse-moi. Ah, bah oui, hein, donc c'est une batterie de 11,8 kWh. Fabricant LG. Ok. Ça change rien de le savoir, mais voilà. Mais elle est implantée sous les sièges, donc ça diminue pas la place dans le coffre. Okay. Très bien. Voilà, donc, ce qui permet aussi d'avoir le centre de gravité un peu plus bas. Aussi, voilà. Et donc si on veut faire la recharge, donc sur une prise standard, il faut compter 7 heures. Et avec un câble spécifique, la recharge complète s'effectue au maximum 4 heures. Donc pareil, il est préconisé une wallbox. Alors 300 € chez Peugeot pour une recharge complète en 1h45. Pas mal. Voilà. Pas mal. Ok, donc voilà, donc on a tous les arguments, on a vu les photos. Comme vous avez défendu vos voitures. C'est Olivier et moi qui allons trancher. Ah, vous êtes comme ça. J'ai décidé, c'est nous qui allons décider. Attention. Alors Olivier, après... Moi je vote pour la Renault. Après... Le mec qui a rien suivi. On arrive. Si on compare cette Skoda et cette 508, alors d'après quelle est ta préférence personnelle? Moi, ma préférence, c'est la 508. Esthétiquement, extérieurement déjà. Et niveau intérieur également, alors malgré le toit qui s'abaisse pour ceux qui vont derrière. Mais non, je trouve la 508 très très bien, que ce soit en extérieur ou en intérieur. J'aurais cette préférence pour ça. Alors, il faut mettre le prix évidemment, hein, plus que la Skoda. Mais je pense
que ça peut être, pour quelqu'un en tout cas qui aime les voitures, très bon investissement. Une plus chère devrait arriver. Parce que j'ai dit justement qu'il y avait eu traction avec un moteur. Mais il y a des bruits comme quoi avant fin d'année, il y aurait un deuxième moteur à l'arrière pour les roues arrière. Ok. Donc, exactement. Donc, à voir. Et moi, mon avis, ça va être aussi la 508. Pourquoi parce qu'en fait, déjà, Martial, toi tu le sais, je t'ai proposé de présenter ce véhicule-là parce que franchement, je trouve qu'elle a vraiment une classe assez intéressante et voilà. En plus, globalement, c'est mon coup de cœur. Après, j'ai envie de dire, c'est sans surprise. Les Peugeot, ont toujours été belles à leur sortie. J'ai toujours été Peugeot en plus, donc une Peugeot quand elle sort, elle est belle. Ouais. Après, certaines vieillissent mieux ou pas dans le temps. Skoda, comme a dit Pierre-Louis, c'est le groupe Volkswagen, donc on change peu de choses. On essaye de garantir ce qu'on connaît. Un peu en gage de fiabilité. Nous, c'est du costaud, on reste dans le costaud. Oui. Ça, c'est un des points forts. La fiabilité. Les Allemandes sont plus ou moins comme ça. Un certain confort, une qualité perçue de façon générale. Après, à la décharge de la Skoda souffre peut-être encore d'une image de marque qui était jusque début 2000 assez basique, au même titre que Seat, comme peut l'être finalement Dacia aujourd'hui mais Skoda, avec la troisième génération d'Octavia, a sacrément augmenté. Pour regarder une Fabia d'aujourd'hui et une Fabia au niveau du prix, ça se passe bien parce qu'ils sont moins chers que la Peugeot. Donc ils sont moins chers avec une grosse qualité de fabrication et une certaine fiabilité. Après, voilà, c'est une question de goût. Et de prix. Et du coup, chez BLE Motors, du moins pour ce soir, c'est la 508 qui gagne. Voilà. Merci bien pour vos présentations. J'espère que ça a aidé ça a plu à nos auditeurs. À quelques auditeurs. Aussi. Peut-être que ça pour à l'avenir, ça va aider à faire un choix. Donc voilà. Bon, merci bien. On passe à la partie suivante. On se retrouve tout de suite pour parler de sport auto, sport moto. On va parler vraiment de voitures qui font la course. On retrouve tout de suite Olivier pour parler un peu de MotoGP avec une première news et quelque chose qui n'est pas commun en moto, c'est du dopage. Effectivement, Andrea Iannone suspendu à titre provisoire, donc pour dopage, présence de stéroïdes. Alors il faut savoir que ça date pas d'hier, ça date déjà de la fin de saison dernière où donc ce contrôle a été fait. Suspendu à titre provisoire avec un verdict le 4 février, c'est-à-dire 3 jours avant le début des essais hivernaux. Ouais, ça va pas être facile. C'est dans tous les sports à deux roues alors, le dopage. Oui, vélo, moto. Mais bon, comme a dit Charlie, c'est très rare en MotoGP. Ouais, dans l'univers de la course. Voilà, donc on va espérer pour lui que tout s'arrange et qu'il puisse prendre part aux essais parce que bon. Oui, disons que pour démarrer une saison, c'est pas le plus facile. Voilà. D'ailleurs, il y en a un autre qui s'est fait opérer récemment, c'est le champion du monde en titre. Marc Marquez, évidemment, opéré de l'épaule droite, alors dû à une chute en fin de saison dernière aux essais du Grand Prix de Malaisie. Une très violente chute sur l'épaule. Alors, opéré avec succès, donc il devrait participer au premier test début février. Bon, et c'est en tout cas le grand favori, ça va pas l'empêcher, je pense, déjà d'être devant rapidement. C'est Marquez. C'est Marquez. En parlant d'un autre grand champion du monde, Rossi, avec une rumeur possiblement d'un transfert. Alors, Rossi chez Yamaha, Petronas, la deuxième écurie Yamaha. À côté de notre pilote français alors. Ou une inversion, pourquoi pas. Mais ça serait un échange. Ça serait un échange Quartararo contre Rossi. Exactement, ouais. Pourquoi pas. Bon, ce n'est qu'une rumeur. Personnellement, pourquoi pas aussi une fat carrière. Dans toutes les rumeurs, il y a toujours une part de vérité. Ouais. C'est quelqu'un qui a soif de compétition, quoi. Je sais pas s'il va être capable de raccrocher aussi facilement. C'est incroyable, à 41 ans, il est toujours là, soif de compétition. Maintenant, sur cette saison 2019, l'âge se fait voir un petit peu. Battu régulièrement par les jeunes. Au bout d'un moment, le physique doit plus forcément donc à voir, mais pourquoi pas, ça serait sa 4e écurie, en tout cas après Honda, HRC, Yamaha officiel et Ducati. Donc pourquoi pas Yamaha Petronas. Ok, merci bien. Dernière news, on retrouve donc la MotoGP début mars, le 5 mars, au Qatar. Grand Prix du Qatar, le premier Grand Prix de la saison comme maintenant depuis plusieurs années, et le seul Grand Prix de nuit dans le calendrier. C'est pour mettre de l'animation dès le premier Grand Prix.
Bon, je voulais parler aussi avec vous du Dakar qui s'est terminé vendredi dernier avec une victoire de Sainz en auto. Ouais. C'était serré jusqu'à la dernière épreuve en fait. J'y ai cru finalement de Peter Hansen. On en a parlé donc du coup la semaine dernière. Ouais. Bon, je crois qu'il y avait 9 minutes de différence avant la dernière course. Ouais, ce qui était peu. D'ailleurs, la dernière épreuve qui a été raccourcie. De moitié, 200 km, c'est ça? Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est dommage pour un final. Bah, du coup, l'arrivée était plus proche, oui. Ouais, forcément. Et bon, en moto, victoire. Ricky Brabec. Qui a bien dominé les derniers jours. Donc voilà. La moto qui a encore souffert cette année, du coup. Comme on a dit. C'est pilote, on en a parlé la semaine dernière, voilà. Ouais, au final, en voiture, un classement assez serré avec Sainz. Premier, deuxième le pilote Toyota à 6 minutes et enfin Peter Hansen à 9,58 donc 10 minutes. Donc c'est vrai que sur une épreuve de 43 heures, ça fait des qui se tiennent en 10 minutes, c'est pas mal. Ça fait des choses assez serrées. Ouais. Après, il y avait encore aussi en camion, il y a Andrew Karginov. Alors moi je suis assez étonné, c'est quand même il y a 2 heures d'écart entre l'auto et la moto et il y a finalement que 4 heures d'écart entre le camion et l'auto. Le camion arrive seulement que 4 heures après les autos. Non, je m'attendais à beaucoup plus. Donc bon, les quads par exemple qui sont à 52 heures. Ouais, ils sont 6 heures derrière les camions. Je pense qu'en termes de risque, quad c'est quand même assez quad, c'est comme la moto. Voilà. Et donc un petit mot sur la victoire de Brabec. Donc la première victoire de Honda depuis très longtemps en moto. Et donc du coup qui met fin à l'hégémonie KTM qui gagnait depuis 2001. Donc, faut bien un peu de changement, ça change un peu partout dans tous les sports, oui voilà, c'est pas mal. On a eu ce week-end aussi de la Formule électrique. Avec la 3e course qui était ça dépend comment on voit les choses. Au Chili. Ça fait le même bruit. Avec la victoire d'un jeune Allemand qui avait fait une très belle manche en Arabie Saoudite mais qui avait été déclassé. Ouais. Disons. Non, moi, ce qui m'a surtout choqué, non, c'est Jean-Éric Vergne, j'ai envie de dire, à rouler comme ça, forcément, au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Et le Français... ça mène à des abandons, quoi. Le Français qui moi, à mon avis, avait une conduite assez agressive, je trouve, qui, pendant la course, a eu une crevaison et qui avait son coéquipier derrière lui, qui l'a pas laissé passer. Moi, je trouve ça... C'est le début de l'année, est-ce qu'il en fait pas un peu trop? C'est Jean-Éric Vergne, quoi, comme d'hab. C'est ça. Bon, après, la Formule 1, on sait que ça se touche énormément. Mais oui, c'est que ça, on va dire. C'est lui en ville, donc voilà, quoi. Et oui, beaucoup de plastique, comme tu dis. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Il y a quand même une course avec beaucoup de contacts et une piste très très sale, ce qui laissait peu de chance au dépassement. Voilà. Bon, finalement, il y en a eu des beaux dépassements en tête de course. En tête de course, ouais. Entre Félix qui dépasse allez, je sais Maximilian, voilà. J'ai oublié son nom. Merci. Et puis finalement Maximilian qui le redouble dans le dernier tour, quoi. On a pas mal d'actions. Pas mal d'actions. Alors bon, apparemment sur la voiture de Félix d'Acosta, ce serait dû à un problème de batterie déjà rencontré en Arabie Saoudite dû à la chaleur. Alors sauf qu'en Arabie il y avait 38 degrés et là on était à 34. Donc ça reste possible, il y aurait des coupures en fait. Peut-être quelque chose dû à la chaleur. Voilà, il dit aussi qu'on lui aurait pas donné assez d'informations en course. Bon, après c'est toujours pareil quand on perd, il faut toujours. Trouver des excuses. Mais c'est bien pour ce jeune pilote là, pour Maximilian Günther. Et ce qui fait qu'au championnat, maintenant c'est Van Dorn qui est premier suite à sa constance en fait sur les 3 courses. Alors Van Dorn, ensuite on a Alexander Sims, ensuite Sam Bird et donc le dernier vainqueur en date, Max Günther, donc qui est 4e. Ouais, Sims et Bird qui sont d'après moi des favoris parce que déjà l'année dernière ils faisaient une bonne saison, les deux Sam Bird, Sam Bird a fait une très bonne saison. Et ça a l'air serré en tout cas cette année la Formule I, donc on espère que ça va durer comme ça. La Formule E c'est ça, on sait jamais qui va gagner. Si on se rappelle l'année dernière, pas mal de vainqueurs différents. Sur 5 ou 6 courses c'était 5 vainqueurs différents. Donc bon, ça va peut-être refaire encore une fois ça cette année, on verra bien. On le souhaite en tout cas. On va suivre ça. On va suivre ça et puis on va venir au courant après chacune des courses. D'ailleurs la prochaine date ça sera la course de Mexico le week-end du 14 et 15 février.
Pour la Saint-Valentin, magnifique. Ouais. Voilà. Je peux pas, j'ai Grand Prix. C'est pas Belle très long. course de Formule I, chérie. Et d'ailleurs, on va attaquer maintenant la Formule 1, et notamment avec une news dont Martial va nous parler. C'est que Ferrari souhaite avoir une femme dans sa Driver Academy. Alors c'est un sujet qui mène à débat. Alors, après je donne mon avis. Hein. Oui, il faut des femmes. Et d'ailleurs, il y a un championnat, le W Series, dont Ross Brawn en a fait l'éloge il y a peu de temps, ce qui est très bien. Par contre, il ne faudrait pas faire un championnat femmes qu'on oublie sur le côté pour dire oh bah ça y est, on a ramené des femmes dans le sport auto et pas en Formule 1. Après, il y a quand même un autre problème, c'est que si on regarde tous les sports, je vais prendre un autre exemple, l'athlétisme. Vous avez le record du monde masculin, le record du monde féminin. Si on a vraiment des F1 très 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 physiques, est-ce qu'une femme au niveau physique peut tenir les performances d'un homme aussi là-dessus? Ça, c'est la seule question. On se rappelle des pilotes dans le passé qui tombaient de la voiture, qui perdaient connaissance. Oui. Tellement c'était violent. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que certains pilotes, dans les courses les plus difficiles, peuvent perdre jusqu'à 3-4 kilos. Voilà. Donc après, est-ce qu'une femme pourrait le faire? Oui, je pense qu'elle pourrait le faire. Maintenant, est-ce qu'elle pourrait être à la lutte, à être égale? Ça, je sais pas. Si moi, on avait des voitures, il faudrait voir les Formule 1 2021. Si elles sont moins physiques, j'ai envie de dire, alors venez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait même génial. Maintenant, si on retourne vraiment dans des fins très très violentes, est-ce qu'elles auraient leur chance? C'est ça, parce qu'il y a des super femmes pilotes qui plaisent très bien. Mais l'expérience a failli se produire il y a quelques années, parce que vous vous souvenez. Ne me dis pas Carmen Jorda. Ah non, je pense. Je viens pour des années, Maria de Villota, celle qui a tragiquement qui a perdu la vie des suites d'un accident. Avec une Virgin, je crois. C'était une Virgin marocaine. Je cherche un nom. Je crois qu'elle était troisième pilote de la marque. Elle faisait régulièrement les essais libres. Je me demande si elle n'a pas fait une ou deux séances d'essais libres sur circuit, et elle avait des résultats tout à fait honorables. Donc là, c'est pour ça. Potentiellement, ça peut être une idée. Si physiquement, elles peuvent vraiment être à l'égal des autres pilotes, pourquoi pas? Ça pourrait être très bien. Sinon, on va vite voir la différence au chrono. Ce qui serait dommage, c'est d'avoir 4 femmes en Formule 1 et de les voir en bas du tableau, parce que physiquement, elles peuvent pas tenir le coup. D'ailleurs, si on regarde en Formule 2, il y a une pilote. C'est plutôt difficile pour elle, mais c'est plus lié à la conduite, je pense. Mais voilà, c'est bien, tout doucement, on y va. Mais là, la Ferrari Academy qui prend des pilotes très jeunes, ça va peut-être permettre aussi de faciliter cette intégration en étant dès le plus jeune âge dans cet univers de la course. Est-ce qu'ils vont pas, je pose la question, est-ce qu'ils vont pas peut-être adapter à terme les F1 pour peut-être aller dans ce sens-là? Après, comme il y a ce paramètre, mais Ferrari Academy s'ouvre la porte aussi à d'autres disciplines que la F1. C'est ça aussi. Il y a Le Mans aussi qui pourrait venir. Donc t'as le WTCC, exactement. Voilà, oui. Donc moi je dis ça offre l'opportunité à ces jeunes femmes d'y accéder. Pourquoi pas? Et pendant que certains se posent la question des futurs pilotes, il y en a qui s'amusent en rallye. C'est Bottas qui a fait un rallye qui a fait un rallye près de chez lui et qui a fini 9e. Donc c'est honorable. Je crois qu'il a fini 2e d'une étape pour finir au général. C'est honorable, voilà. D'ailleurs, les pilotes nordiques sont forts en rallye généralement. Les Finlandais, entre Kimi Raikkonen et Bottas. Tu vois à qui je fais allusion. On a Alonso qui fait du Dakar. Bon, Alonso n'est plus en Formule 1, mais il a fait une performance honorable d'ailleurs cette saison. Ouais. Donc voilà. Donc les premières, c'est honorable. Bottas qui est fan de rallye, parce que c'est déjà pas la première fois. Il en a déjà fait il y a 6 mois, et c'était la rumeur de l'envoyer en rallye et mettre Ocon à la place dans le baquet Mercedes. Bah oui. À la Raikkonen, quoi, après. Il y a beaucoup de pilotes finlandais champions de rallye aussi. Bon, peut-être à la fin de l'année perdu. Peut-être à la fin de l'année 2020, si Bottas n'est pas reconduit chez Mercedes. Si, voilà, ça va être à lui de. Et en plus, et ça me permet, sans faire exprès, de jumper, d'aller au prochain sujet. Les contrats. Parce que du coup, si on peut embrayer directement avec Bottas qui est jusqu'en 2020. Son coéquipier également. J'ai envie de dire Mercedes également. Donc du coup c'est la rumeur qu'on a toujours sur le papier. C'est est-ce que Mercedes sera encore en Formule 1 en 2021? Sachant que ces deux pilotes sont jusqu'en 2020, en contrat jusqu'en 2020.
moi, ça fait 2 ans que je dis qu'ils vont partir et ils vont partir. Je pense qu'ils vont partir. Je suis prêt à parier. On en reparlera d'ici fin de saison. Ouais. Mais un constructeur, déjà, pourquoi? Un constructeur, ça vient, ça part. Ça vient, ça investit des millions, ça fait sa promo, ça fait sa recherche technologique dans la foulée, et puis après. Et tu penses qu'il pourrait partir en étant premier du championnat, en gagnant tout et dire. Mais justement, on part. c'est encore mieux de partir sur la Voilà, gloire, en sachant qu'ils ne savent pas ce que 2021 vraiment va réserver. Donc, Quand on voit pourquoi pas. Quand on voit le bouleversement que ça a fait il y a quelques années entre l'année où Button est champion du monde avec Brown GP, il y avait un sacré bordel. Oui. Red Bull était une écurie de bas niveau, et c'est devenu d'un coup une des 3 meilleures de l'écurie. En fait, du paddock, comme McLaren, ça avait fait l'effet inverse. Ouais, Donc, c'est vrai que le règlement en 2021 va être. C'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme on disait la semaine dernière, s'ils investissent pas cette année, on va vite le savoir. Ouais, c'est ça. Où ils investissent des millions et c'est pour. Après, attention, Toto Wolff, on a vu, il a manqué quelques grands prix l'année dernière. Là, il est en train de parler avec Laurent Stroll pour racheter peut-être l'écurie. Si Mercedes partait sous Aston Martin, pourquoi pas injecter des millions et récupérer tout ça après? Oh là là, ce serait la bonne affaire. Mais après, il faut voir la position de Mercedes parce que Mercedes remotorise McLaren aussi prochainement. C'est ça, peut-être que. Alors, Mercedes, est-ce qu'ils vont faire Aston Martin Mercedes ou est-ce qu'ils vont faire McLaren Mercedes? Peut-être les deux, pourquoi pas. Il n'y a pas des partenariats justement déjà avec des moteurs Mercedes dans les dernières Aston justement? Est-ce qu'on peut pas avoir une dans les voitures GT, oui, c'est ça. Tu regardes la dernière DB11, Tu ouvres le capot, c'est un MG. c'est un MG, C'est tout ça. à fait. Donc le raccourci est peut-être facile, mais Ouais, Moi, je pense qu'ils vont partir. en tant qu'écurie en tout cas. Pas forcément en tant que motoriste. L'écurie de McLaren restera toujours là. ça. Et du coup, ma ligne suivante, c'est pour Sébastien Vettel, qui est aussi un des plus gros poissons du plateau. Martial, toi qui es fan de Ferrari, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il a fait son temps, que Leclerc va encore bien apprendre de lui cette année, mais que de toute façon on sait très bien que Leclerc sera la force numéro 1 des rouges du son contrat. D'ailleurs, c'est le seul qui va jusqu'en 2024, donc il est prolongé le plus loin. Ah bah là, Ferrari a tout mis, a mis le paquet sur la future star de la Formule 1. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui. Alors et après Vettel, où irait-il? à la retraite. C'est ça. Voilà. À la retraite. Est-ce qu'il irait à la retraite? Est-ce qu'on ferait un peu comme Kimi Raikkonen qui pendant 4 ans on a dit il va partir et puis finalement à chaque fois on lui refaisait un contrat d'1 an? Ça serait marrant qu'il rejoigne Raikkonen chez Est-ce qu'il accepterait d'être pilote numéro 2? Je ne pense pas du tout. Pas sûr. On a vu un Alonso qui veut venir juste pour gagner. Lui sera pareil, c'est que pour gagner. S'il va pas gagner. Vettel pilote numéro 2, c'est ce qui va se passer cette année de toute façon. Non, je pense pas. Pas encore. Officiellement non. Dans les paddocks, ça se demandait tout de même. Maintenant, Vettel, est-ce que son nom n'a pas été testé dans le DTM pour les prochaines saisons? Pour l'après F1 en Allemagne, et ça lui permettrait peut-être de rejoindre Pascal Wehrlein, ancien pilote DTM aussi, oui. Parce que Vettel, c'est quand même quelqu'un qui apprécie la vie de famille. C'est pour ça qu'on le retrouve presque pas sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a une carrière en DTM un peu plus tranquille. Ça verrait bien, je trouve. Bon, sur les réseaux sociaux, tous n'y sont pas. Ça aussi, on a avec Hamilton, Ricciardo, Charles Leclerc, oui, on les voit assez souvent. Après, il y a d'autres pilotes. Vettel est quand même assez transparent, c'est ça que je voulais dire. C'est un choix pas personnel, là, oui, c'est un choix personnel. Ouais, c'est pour ça. Moi, je pense qu'il cherche peut-être, cette vie un peu plus calme. C'est quelque chose qui je pense, va lui plaire. Après, il faudra voir comment il a digéré l'émergence de Charles Leclerc la saison dernière. Ça, c'est un autre débat. On a l'occasion de voir s'il y a un vrai patron chez Ferrari. Parce que qui était en doute l'année dernière. Il y a eu des étincelles. Si maintenant Binotto dit Charles va apprendre de Vettel cette saison, on les met à pied d'égalité, on les laisse se battre, mais ils n'ont pas le droit de se toucher, chose qu'a promis Charles Leclerc, et qu'il se passe quelque chose, ce sera le moment de voir tout de suite. Ouais, se trancher. Ouais. Après, on va faire un choix. On parle justement de Charles Leclerc. Charles Leclerc et je vais mettre Max Verstappen, les deux jeunes stars de la F1, qui ont verrouillé leur contrat. Clairement. 2024 pour Leclerc, 2023 pour Verstappen. Moi, je pense que pour Red Bull, en tout cas, c'est une très bonne chose pour Verstappen. Si on regarde bien la saison dernière, je pense que Red Bull cette année pourrait, pourquoi pas, être le concurrent numéro 1 de Mercedes. Le moteur Honda a fortement progressé. Là, on sait que la Red Bull a toujours eu un châssis très très bon. Donc le mix des trois, pilote, châssis, moteur, pourquoi pas cette année ça peut être explosif. Je pense aussi. Ça peut être un super mélange. On aurait plus que Albon confirme sa très bonne demi-saison.
Il est encore en apprentissage, il a fait qu'une demi-saison avec Red Bull. Mais une bonne demi-saison. Oui, on va dire bonne. Parce que très bonne, je trouve que c'est un peu de trop. Parce que si on regarde, Gasly, il a pas. On enlève sa les demi-saison problèmes était quand même du pas début mal. de voiture. Gasly a fini par un podium sur l'ex-Toro Rosso, désormais AlphaTauri. Ce qui est pas négligeable non plus, en résistant Hamilton sur le dernier tour. Voilà. Mais on sait que c'est toujours compliqué d'être deuxième pilote Red Bull, de toute façon. C'est véritable constant. C'est comme si c'est. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en termes de contrat, pourquoi j'ai d'abord cité Max Verstappen, c'est parce qu'après, on va retrouver Albon, Gasly et Kvyat, qui sont en fait tous les trois avec Max Verstappen en contrat avec Red Bull, et c'est Red Bull qui choisit dans quelle voiture les placer. Donc du coup, on retrouve quand même Gasly 2020, Kvyat 2020 et Albon 2020. Donc c'est-à-dire seulement cette saison. Et les trois tu parlais du poste de numéro 2, les numéro 2 chez Red Bull, les trois ont occupé le poste. Kvyat a été viré du jour au lendemain pour Verstappen. Gasly... pas pour Verstappen, pour les accidents qu'il a causés. C'est Verstappen qui gagne, je crois, le premier Grand Prix, il me semble qu'il le gagne tout de suite. Bon, ça calme net. Mais c'est là que ça a commencé d'ailleurs, hein, leur arrivée en cours de saison, leur changement de poste en cours de saison. Donc, ils ont le choix, ça c'est sûr. Ils ont le choix et rien n'est très sûr. Pour peu qu'ils ne trouvent pas encore un ou deux dans leur académie, Red Bull aura toujours un vivier comme Ferrari d'ailleurs. Et alors ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de pilotes, même si on regarde les autres écuries, qui sont en contrat jusqu'en 2020. Quasiment tous. On a alors Carlos Sainz, Stroll, mais bon, avec papa en tant que directeur. Stroll c'est 2024. Oui, on est tranquille là. Donc Ricciardo aussi. Raikkonen, Ricciardo, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi. C'est-à-dire qu'il y a la moitié du plateau qui a signé pour cette saison. Seule saison, quoi. C'est même moitié du plateau qui attend de voir 2020, comment va être 2021, voir et notamment les écuries. Il parlait, une rumeur annonçait pourquoi pas un départ de Haas dès cette saison. Bon, finalement, les deux pilotes ont prolongé. Oui, j'y crois pas. C'est pour ça que j'accentue sur le mot rumeur. Mais après, d'ailleurs, tout le monde attend 2021. Vous savez quel numéro va avoir Nicolas Latifi? Ouais. Oui, vous avez vu. Je sais, numéro 6. Le numéro 6, celui de Nico Rosberg. Ouais, ce serait marrant qui parte à la fin. Qui concurrencerait en tout cas avec la Williams. Qui concurrence Hamilton. Pas tout de suite, pas avec la Williams. Ouais, j'espère que Williams ne sera pas trop à la traîne comme l'an passé, parce que au pire, ça se trouve, on les retrouvera en 2021, parce qu'avec ce chamboulement de règlement. De toute façon, je pense que ça va être ça. Et en tout cas, je pense personnellement que Renault, il faudra attendre 2021 pour peut-être les voir. Ouais, et du coup, c'est le moment jamais. Ils préparent 2021 déjà, et je pense que c'est l'équipe le plus avancée d'ailleurs d'après ce qui se dit sur les différents sites spécialisés. Renault qui a confirmé Ocon pour cette année avec bonus, plus une autre année en option. Clairement, un pilote français dans une écurie française, ça doit leur plaire en termes de marketing. C'est une bonne chose. Moi, je trouve ça sympa de le voir à côté de Daniel Ricciardo. On va voir ce que. Deux très bons pilotes. Voilà. Justement, mais là on va voir ce que ça vaut. Ça peut être pas mal en tout cas. Et en termes de contrat, on va dire à moyen terme, on retrouve Pérez 2022. Ça m'étonne un peu parce que c'est quand même un pilote qui est là depuis des années, qui se débrouille bien, mais qui fait pas du fantastique. Oui, c'est ça. Il apporte beaucoup de budget. Le Grand Prix, le pétrolier, ça. Ce serait pas étonnant que le Grand Prix. Faut pas oublier qu'il est dans l'écurie Racing Point. Oui. Donc, voilà. On aime bien par l'argent. Ouais, c'est deux pilotes payants. Non, parce que Stroll, il coûte cher, lui. Oui, mais c'est lui qui ramène l'argent. Donc, c'est dans le sens là, en disant pilote payant, c'est lui qui ramène l'argent. Voilà, globalement, on a fait le tour des contrats. Et ce que je voulais dire, c'est que Hamilton, il y avait une rumeur qui disait 2 ans en bonus. Donc, à voir. Au même titre qu'une rumeur l'envoyer chez Ferrari. Si Vettel prend la retraite et que Mercedes part, pourquoi pas? Avec Charles Leclerc, ça serait un duo de folie. Ce serait voilà. Mais ça à voir en tout cas, oui. Je ne pas trop pour en voir, mais je vois à partir de 2021, alors qu'on a déjà développé la voiture pour 2021. On ramène Hamilton qui est pas le plus mauvais pour développer des voitures. Oui. Donc, il faut donc le prendre à moitié de saison 2020. Ce serait retour repartir une feuille blanche. Mi-2020, c'est ça? Ouais, voilà, dans 6 mois. En plein championnat. Ouais, c'est ça. Faudrait regarder le règlement si tu regardes. 6 mois qu'une Mercedes, 6 mois qu'une Ferrari, tu gardes tes points. Regarde, Gasly, il a gardé ses points. Donc imagine Hamilton, il se
fait un début de saison de folie chez Mercedes. Il finit après, il se fait doubler par sa Mercedes. Voilà, oui. D'accord. Avec le petit Russell dedans. Oui, bien sûr. Bon, voilà, je voulais parler un petit peu des dates des présentations, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. On retrouve donc Ferrari le mardi 11 février, le mercredi 12 Renault, jeudi 13 McLaren et vendredi 14 pour la Saint-Valentin et donc en même temps que la Formule électrique, Mercedes et AlphaTauri. On va avoir une semaine de folie là. Ouais, et la semaine dernière j'avais parlé de Red Bull qui disait que leur présentation sera après Ferrari, j'avais annoncé le 12. Ouais. C'est toujours le 12 mais c'est toujours pas officiel. Ok. Mais moi je les vois bien moi entre Renault et McLaren. Ah, ça peut être à la fois Renault pour leur ancien moteur, on va dire, l'ancien motoriste, à la fois Honda pour McLaren. Je les vois bien entre les deux. Chaque semaine, on va vérifier ton pronostic. On va faire ça, je les note d'ailleurs. Et donc, ces présentations qui, a priori, tout se passera cette semaine-là parce que du coup, les essais hivernaux se déroulent du 19 au 21 février. Pour la première semaine et la deuxième partie du 26 au 28 février avec un premier Grand Prix d'Australie début mars. Toujours à Barcelone, toujours à Barcelone les essais Normalement oui. C'est toujours Barcelone, oui. Bon ben voilà, on va pour voir. Cette année, mais bon, on a bien vu l'an passé que Ferrari avait dominé les essais. Oui, c'est seulement quand il fait 12 degrés. Voilà, donc le champion du monde des essais hivernaux. On va bien voir. Voilà. Eh ben, on peut clore le chapitre F1. Je voulais juste vous donner 2 dates importantes concernant tout ce qui est sport auto. C'est que donc ce week-end, il y a le rallye de Monte-Carlo avec participation de Loeb, qui a des très bons objectifs. Les grands débuts d'Ogier chez Toyota également. Oui, qui lui a un peu moins d'objectifs pour le moment. On verra ce que ça donne. Mais bien finir sa carrière, il prend sa retraite en fin de saison. Ouais. Et du coup, autre date importante, ce week-end, on retrouve les 24 heures de Daytona. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Oh, voilà, on va parler encore plus de sport auto la semaine prochaine. Magnifique. Mais voilà, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je pense qu'on a bien profité de ce moment-là. On se retrouve. Plaisir, très bonne émission. On se retrouve mardi. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne semaine à Ciao, tous. bye bye. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.